Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment, comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mardi 22 avril. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien en ce mardi. On vient d'apprendre au cours des toutes dernières minutes que les funérailles du pape François vont se dérouler samedi matin, place Saint-Pierre au Vatican. On attend des milliers de fidèles, mais également des représentants des dignitaires, des chefs d'État, de gouvernement d'un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, un peu plus tard à l'émission, dans une quinzaine de minutes, on va aller joindre justement à Rome notre envoyé spécial, Raphaël Bouvier-Auclair, qui est sur place pour nous. Il est arrivé hier et donc poursuit évidemment sa couverture à la suite de la mort du pape François. Sinon, on va parler de sport, de météo, mais aussi de campagne électorale. Ça a été un peu éclipsé hier, cette campagne électorale, en raison de la mort du pape François. Vincent Maisonneuve est à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. On entre dans cette dernière ligne droite. Là, oui. On est dans le fond, dans une semaine, on saura qui est le prochain premier ministre. Oui, et 6 jours, dans une semaine, jour pour jour, oui. Mardi, on va savoir qui a remporté l'élection. Aujourd'hui, ce qui va retenir l'attention, c'est le cadre financier du Parti conservateur. Le dernier parti a présenté ses chiffres. Les libéraux l'ont fait samedi, en plein congé de Pâques. Il faut dire que c'est difficile d'avoir de faire des prévisions là, très justes en prévision des prévisions financières très justes, parce qu'on sait tellement pas ce qui va arriver avec la Maison-Blanche, avec le président Trump. Ça tout peut changer très rapidement. Je vais aussi vous parler de d'autres nouvelles qui ont retenu mon attention là, dans la campagne au cours des dernières heures. On y revient alors que plusieurs ont peut-être profité justement de cette longue fin de semaine pour aller voter, parce que c'était le vote par anticipation au cours de la fin de semaine. Je l'ai fait d'ailleurs, ça a très bien été, pas trop d'attente. Donc le vote par anticipation est terminé, mais vous pouvez toujours aller voter, par exemple au bureau d'Élections Canada. Dans votre circonscription, il y a toujours des moyens d'aller voter avant la journée de lundi prochain. Maintenant, au sport. Mise en jeu remportée par les Capitals. Attention, Ovechkin, le disque devant le tir. Arrête mon tambour. On revient devant le tir. Et la but! Ovechkin gagne le match numéro 1 pour les Capitals. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Alors, c'était ce but d'Alexander Ovechkin, qui d'autre, en prolongation, le premier match dans la série opposant Washington aux Canadiens, va justement aux Capitals. Ça, effectivement, dans un match qui a été dominé pour les 40 premières minutes, je dirais, par les Capitals de Washington, qui étaient à la maison, qui sont sortis très engagés dès le début de la rencontre. Ce sont eux qui ont ouvert la marque. Alexander Ovechkin qui a marqué en avantage numérique en première période pour donner les devants 1-0 aux Capitals. Les Capitals qui ont doublé leur avance grâce à Anthony Beauvillier qui a marqué en deuxième période. C'était 2-0 à ce moment. Très frustrant pour le Canadien qui avait peu de chances de marquer, peu d'occasions en attaque. Et en troisième période, aura fallu justement un avantage numérique pour déchaîner les troupes montréalaises en fin de match. Donc, Cole Caulfield qui a marqué un avantage numérique et puis le capitaine Nick Suzuki qui a complété la remontée. C'était 2-2 à ce moment. On a forcé la prolongation. Et qui d'autre que le capitaine des Capitals, Alexander Ovechkin, donc pour marquer ce but de la victoire. Je vous invite à écouter tout d'abord Samuel Montembeault. Plusieurs ont parlé dans le vestiaire du Canadien du début de match qui a été encore très difficile. Donc, je vous invite à écouter le gardien de but qui a été très présent dans le match d'hier. C'est lui qui a permis justement aux Canadiens de demeurer dans la rencontre jusqu'en troisième période. Oui, peut-être. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, c'est leur premier match d'expérience en série. Tu sais, premier match sur la route aussi. Ça fait quelques jours qu'on n'avait pas joué. C'est sûr, tu as le temps beaucoup d'y penser avant que ça commence. Puis, donc, comme j'ai dit, je pense que plus le match avançait, meilleur qu'on était. Puis, en troisième, on a joué vraiment une bonne période. Puis, c'est important qu'on commence comme ça le prochain match.
Justement, Samuel Montembeault qui a réalisé 29 arrêts dans le match d'hier. C'était Logan Thompson qui était son opposé et 33 arrêts pour lui hier. Un retour au jeu après avoir raté les derniers matchs de la saison en raison d'une blessure. Donc quand même, une bonne sortie pour Thompson. Voici Martin Saint-Louis qui, lui, était satisfait du travail de son équipe, même si l'inexpérience du Canadien a peut-être été un facteur dans le match d'hier. Quand ils ont sorti fort, on savait que ça s'en venait. Puis, comme je l'ai dit, c'est pas qu'ils nous ont surpris. Manté était là, il nous a gardé, il nous a donné une chance de prendre notre souffle, de filer la game un petit peu. Mais après ça, je trouve qu'on s'est ajusté à rapidité, à physicalité et tout. Puis je trouve qu'on s'est amélioré plus le match avançait. C'est dur à pratiquer ça, ce feeling-là. Fait que ça te prend des répétitions un petit peu, puis c'est ça qu'on a eu. Une première répétition. Oui, effectivement, le Canadien de Montréal, qui est l'équipe la plus jeune à entrer en séries éliminatoires cette année. Donc, prochain match pour le Canadien, ce sera demain, mercredi, pour ce match numéro 2 qui se disputera toujours à Washington. Il y avait aussi l'entrée en scène des Oilers d'Edmonton hier, qui a été gâchée par Philippe Danault, qui a marqué 2 buts hier, dont le but gagnant dans les toutes dernières secondes du match. Donc, victoire de 6-5 des Kings, qui prennent les devants 1-0 dans leur série. Et les Jets de Winnipeg aussi, eux, deuxième match entre les Jets et les Blues. Les Jets qui ont remporté le deuxième match, c'est maintenant 2-0 pour eux dans cette série, encore une fois grâce à Kyle Connor qui a marqué pour un deuxième match consécutif le but gagnant. Quatrième et dernier match de la soirée hier, les Stars de Dallas, eux qui ont nivelé cette série 1-1 face à l'Avalanche du Colorado grâce à une victoire de 4-3. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Véronique, bonjour. Bonjour, Mathieu. Ce sera gris aujourd'hui? Assez gris, mais peu de précipitations. Ça a tombé surtout au cours de la nuit. On garde une petite probabilité, 30-40 %. Les gens des Laurentides, peut-être autour de 60 %, mais c'est pas le déluge, là. On ira avec un ciel assez couvert, des vents du sud-ouest un petit peu plus présents cet après-midi et des températures, c'est convenable. On a du 10-12 degrés au thermomètre, donc dans les normales ou légèrement en dessous. La nuit prochaine, il fera 3 à Montréal. Ça variera entre 2 et 5 degrés un petit peu partout. Et demain, journée correcte dans l'ensemble. On a de la misère à se débarrasser des nuages cependant. On aura des éclaircies dans ça, mais je dirais nuageux avec éclaircies, température 10-12 degrés. Jeudi, on a encore un ennuagement, donc ça veut dire qu'on va avoir des éclaircies mercredi fin de journée, mais les nuages vont revenir rapidement. Alors, vous voyez qu'on a un répit côté précipitations mercredi et jeudi, mais on ne se débarrasse pas complètement du couvert nuageux. Les températures, cependant, c'est intéressant. 13 à 15 degrés pour la journée de jeudi. On aura des précipitations en fin de journée vendredi. Samedi, ce sera pluvieux, mais je peux tout de suite vous dire que dimanche sera une belle journée qui va vous plaire, avec des températures plus élevées du 15 à 18 et un soleil assez dominant. La tendance est assez certaine. Mais d'ici là, on parlait de faibles pluies possibles isolées là, sur le sud du Québec. C'est mêlé de neige vers l'Abitibi. Le maximum, c'est 3 aujourd'hui. Même chose vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Un mélange pluie-neige autour de 5. Pluie intermittente aussi vers le Bas-Saint-Laurent, 9 degrés. Ça s'ennuagera vers la Gaspésie. La pluie commencera cet après-midi. Gaspésie, Côte-Nord, là, cette nuit, on parlera de neige. On pourra aller chercher quelques centimètres encore une fois. D'ici là, 3 à 5 degrés aujourd'hui. En territoire ontarien, on a retrouvé le soleil sur la portion nord. Les nuages dominent encore vers le centre. Toronto, c'est assez nuageux, autour de 15 degrés. Il fera beau à Windsor, 19 aujourd'hui. Ottawa, c'est de la grisaille. Une dizaine de degrés. Et dans l'ouest, on a eu des chutes de neige quand même assez impressionnantes. L'ouest du Manitoba, hier, secteur de Dauphin, 30 cm. Quand même. Il nous reste un mélange de pluie, là, de neige vers Winnipeg ce matin, mais les températures vont remonter. Regina aussi, mélange pluie-neige, température à la hausse dès demain. Et déjà, Edmonton et Calgary, c'est du 10-12 degrés sous un ciel variable et 13 à 16 à Vancouver sous le soleil. Donc, dans les prairies, on est quand même habitué aux bordées tardives et les températures vont prendre la tendance vers le haut cette semaine. 30 cm, un 21 avril, là, hier. Donc, c'est quand même... lourd et collant. Oui, c'est ça, c'est un peu décourageant. Bonne journée, merci Véronique. À vous aussi.
qui a retenu l'attention hier, bien sûr, sur les chemins de la campagne électorale, c'est la réaction des chefs au décès du pape François. Ça a pas mal éclipsé les annonces de la journée, 30e journée de campagne électorale hier. Aujourd'hui, ce qui va retenir l'attention, vous le disiez au début de l'émission, Vincent, c'est le cadre financier, la présentation du cadre financier du Parti conservateur. Ce sont les derniers, les conservateurs, à présenter justement leur cadre financier. Ce qui retient aussi l'attention, c'est la sortie du chef conservateur concernant le financement des universités canadiennes. Oui, un texte sur notre site Internet que vous pouvez lire ce matin, un texte de notre collègue Jean-François Thériault. Samedi, nos collègues de Radio-Canada ont révélé que un candidat montréalais du Parti conservateur, Neil Oberman, s'était dit favorable à l'idée de couper le financement des universités canadiennes qui n'en font pas assez, selon lui, pour combattre l'antisémitisme, un argument qui, du moins en apparence, là, semble assez similaire à celui utilisé par le président Trump là, dans ses bras de fer avec certaines universités américaines. Le chef Pierre Poilievre a confirmé que c'était bien la volonté de son parti, qu'il n'y aurait pas un sou, dit-il, de son gouvernement pour les universités qui, selon lui, subventionnent l'antisémitisme. On ne devrait jamais donner notre argent pour subventionner l'antisémitisme. Et je trouve ça aberrant que certaines universités ont gardé en place pour longtemps des professeurs antisémites. Autre élément d'information concernant les conservateurs, un de leurs candidats en Ontario est la cible d'une vaste opération de répression étrangère menée par la Chine. Oui, on parle du candidat conservateur dans la circonscription de Don Valley-Nord. Il s'appelle Joe Tay, qui, selon les autorités canadiennes qui sont chargées de veiller là, sur l'intégrité des élections fédérales, serait la cible, une cible pour la Chine. Joe Tay est connu pour son militantisme lié à la défense des droits de la personne en Chine. Il fait l'objet d'un avis de recherche lancé en décembre dernier par la police de Hong Kong pour ses activités que l'on dit hostiles aux politiques des autorités chinoises. Pékin offre même une récompense de près de 184 000 $ pour son arrestation. La Chine utilise toujours, là, en ce moment, là, diverses tactiques sur les plateformes de médias sociaux là, pour mener là, cette opération de répression contre le candidat conservateur. Joe Tay, vous en souvenez, on en a parlé au début de la campagne électorale lorsque un ancien candidat libéral, Paul Chang, avait suggéré de le remettre aux autorités chinoises, voilà, et de récolter la prime offerte pour son arrestation. Paul Chang qui s'était excusé, le chef libéral Mark Carney qui l'avait appuyé au début, mais finalement, là, le candidat libéral avait finalement quitté la course. Donc, ce candidat conservateur, Joe Tay, qui est la cible, selon les autorités canadiennes, d'une campagne de répression de la part de la Chine durant la campagne. Encore une fois, au sujet de cette campagne électorale, il y a une employée d'Élections Canada qui est suspendue en raison d'allégations d'ingérence électorale. Oui, l'employée fait l'objet d'une enquête parce qu'elle aurait tenté d'influencer les électeurs à voter pour le Parti conservateur du Canada dans un bureau de vote par anticipation dans une circonscription en banlieue de Toronto. Plusieurs personnes ont d'ailleurs contacté le bureau du candidat libéral en affirmant que la femme portait un badge d'Élections Canada et elle abordait les électeurs dans la file d'attente pour les encourager à voter pour le Parti conservateur. Le Parti conservateur du Canada a par ailleurs indiqué avoir signalé un incident similaire auprès d'Élections Canada, selon la campagne conservatrice. Il y a un employé d'Élections Canada dans une circonscription, toujours dans le sud de l'Ontario, qui encourageait les gens à voter libéral dans un bureau de scrutin. On sait que c'est complètement illégal. La porte-parole d'Élections Canada a indiqué que des mesures ont été mises en place par le directeur du scrutin pour s'assurer que les travailleurs électoraux continuent à rester non partisans. Oui, très important, effectivement. Merci beaucoup, Vincent. J'en prie. Bonne journée. Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Évidemment, en une de tous les journaux aujourd'hui, la mort du pape François. Les funérailles du pape François qui seront célébrées le 26 avril prochain à 10h, heure locale. L'Argentine pleure François, son pape jamais revenu au pays, titre ce matin le Courrier international. Le pays qui a vu naître Jorge Bergoglio est sonné par l'annonce de son décès. Une vague d'émotions a déferlé sur toute l'Argentine où la presse rappelle qu'il n'a jamais exprimé
exprimer de soutien politique malgré ses engagements sociaux ainsi que son influence sur l'Église locale. Les Argentins regrettent de ne pas l'avoir revu. Le Courrier international qui ajoute en disant ce matin, après la mort du pape François, les éditorialistes divisés. Si le bilan du souverain pontife argentin suscite l'admiration de plusieurs journaux, les voix conservatrices qui ne l'ont jamais porté dans leur cœur ne taisent pas leur animosité, tandis que d'autres à gauche soulignent les limites de son action. Si on regarde les unes chez nous ce matin, un pape pas comme les autres titres ce matin, le National Post, la véritable réussite du pape François n'a pas été souvent soulignée. C'est le fait qu'il ait réussi à faire son travail parfois bien, mais parfois moins bien, mais après 2 prédécesseurs historiques, la grande crainte était que la fonction prenne le pas sur l'homme. Le pape François, la une ce matin du Globe and Mail, le pontife du peuple, il a trôné la paix et a donné une voix aux pauvres. Alors que les fidèles sont en deuil, le Vatican se prépare à choisir son successeur. Le Toronto Star, le pontife du peuple aussi, guidé par l'humilité, la compassion, François a pris des mesures pour réformer l'Église. Les unes des journaux francophones, Le Devoir, François, la planète et les laissés pour compte. Le Journal de Montréal, un pape qui aimait le monde. Et la presse, le pape s'éteint, une vie, un héritage, un dossier spécial de 9 pages ce matin consacré à la mort du pape François. Mais la une la plus impressionnante, je dirais, Mathieu, c'est celle du journal La Croix, le journal catholique en France, le pape qui voulait réformer l'Église. 32 pages ce matin consacrées à la mort du pape François. Voilà donc pour cette couverture dans les quotidiens ce matin à la suite de la mort du pape François et toutes les réactions que vous pourrez lire. Sinon, Carney et Poilievre, donc les chefs du Parti libéral et du Parti conservateur, qui ont fait bonne impression lors des 2 débats des chefs la semaine passée en français et en anglais. C'est selon un nouveau sondage publié ce matin. Mark Carney a offert une performance convaincante aux yeux du plus grand nombre de téléspectateurs canadiens. Le chef libéral a impressionné 34% d'entre eux, selon ce sondage de la firme Angus Reid, qui a évalué les impressions des Canadiens par rapport au débat des chefs, tant en anglais qu'en français. Il s'agit d'une mince avance sur Pierre Poilievre, qui récolte 32%, et François Blanchet, 22%, mais 34%. Il a impressionné 34% des répondants au Québec, alors que Jagmeet Singh se trouve loin derrière avec un maigre 13%. Le sondage qui a été réalisé du 17 au 21 avril dernier auprès de 2459 personnes. Pas de marge d'erreur comme il s'agit d'un sondage en ligne, mais pour un échantillon équivalent, on parle d'une marge d'erreur de plus ou moins 1,5% 19 fois sur 20. On a beaucoup parlé de sa clique et de ses déboires, mais attention, il y a des fraudeurs qui utilisent justement cette plateforme et qui envoient des textos frauduleux. Et c'est ce que j'ai lu ce matin dans le Journal de Montréal, des fraudeurs qui utilisent le nom du portail de la SAAQ dans des textos frauduleux aux ramifications internationales. Alors des fraudeurs qui tentent de profiter de la notoriété de la Société de l'assurance automobile du Québec pour envoyer des messages où l'on prétend offrir un remboursement sur des sommes payés en trop pour un permis de conduire, une immatriculation notamment, un simple texto qui cache une opération qui a des ramifications sur 3 continents, mentionne le journal, qui a été contacté par plusieurs lecteurs qui affirment justement avoir reçu un message texte le 13 avril dernier qui comprend un lien vers un site Internet pour obtenir un remboursement, mais on comprend qu'il s'agit bien d'un site frauduleux. Et maintenant, le don d'organes qui est encore méconnu au sein de plusieurs communautés. Un texte à lire ce matin dans les pages du Devoir. L'organisme Transplant Québec a beaucoup de travail à faire pour sensibiliser la population sur les dons d'organes. Donc, l'organisme qui a réalisé un sondage obtenu par le Devoir. Et on apprend dans le sondage que certaines communautés culturelles, plus de la moitié des gens estiment être mal informés au sujet du don d'organes. Faut dire que, en fait, selon l'organisme qui a mandaté, la firme Léger, pour réaliser ce sondage du 17 au 25 février 2025 auprès de 624 Québécois de différentes communautés culturelles, en tout 100 Asiatiques, 75 Autochtones, 100 personnes noires et 100 Latino-Américains, 101 personnes du Moyen-Orient ont été interviewées dans le cadre de cette enquête. Et selon les résultats, eh bien, les communautés noires et moyen-orientales et maghrébines sont celles qui ont la plus faible proportion des membres qui ont l'intention de donner leurs organes à leur décès, avec des taux respectifs de 41 et de 51%. L'an dernier, il y a 551 Québécois qui ont bénéficié d'une greffe d'organes. Or, il y a toujours plus de 850 personnes sur une liste d'attente pour une transplantation. Merci, Gabriel. Bonne journée, à demain.
On va revenir maintenant sur la mort du pape François et je vais retrouver justement à Rome, tout près de la place Saint-Pierre, mon collègue correspondant en Europe, envoyé spécial donc à Rome, Raphaël Bouvier-Auclair. Bonjour Raphaël. Bonjour Mathieu. Alors on a appris, ça a été confirmé là au cours des toutes dernières heures, que les funérailles du pape François auront lieu ce samedi. Oui, ça aura lieu samedi 10h, heure locale. Et d'ici là, bien, les fidèles pourront se recueillir devant la dépouille du pape François qui sera en chapelle ardente à la basilique Saint-Pierre, donc à partir de demain, mercredi, et ce, jusqu'aux funérailles qui, je le répète, sont prévues samedi matin. Par contre, le pape, et c'était sa volonté, ne sera pas inhumé à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre comme de nombreux de ses prédécesseurs. Il a préféré être inhumé dans une cathédrale du centre de la ville de Rome, Sainte-Marie-Majeure, où je suis allé faire un tour ce matin. C'est un lieu qui attire aussi beaucoup de curieux, de fidèles, compte tenu de cette volonté du pape d'y être enterré. D'ailleurs, on est en train de se préparer à cette cérémonie qui, nous dit-on, devrait se faire en toute simplicité, en tout cas selon les vœux de François qui voulait que sa sépulture soit toute simple cercueil avec seulement le nom qu'il a choisi pour devenir pape, celui de François. Oui, c'est ça. Et une église donc accessible, un endroit où les gens vont pouvoir facilement se rendre. Ça faisait donc partie effectivement des demandes de François. Bon, maintenant, vous l'avez dit, vous vous êtes rendu sur place, vous êtes place Saint-Pierre à Rome. J'imagine qu'il y a des gens qui se déplacent, qui vont sur place justement pour vivre ce moment. Oui, et beaucoup depuis hier. Je vous disais, il y avait du monde hier, mais là, il y en a vraiment beaucoup plus ce matin. Des curieux, évidemment, c'est une belle période à Rome. Donc, il y a beaucoup de touristes en ville qui veulent venir voir ce qui se passe parce que c'est un moment qui est historique dans l'histoire de l'Église catholique, évidemment, mais aussi beaucoup de fidèles et des fidèles qui viennent, oui, de Rome, mais aussi du monde entier. C'est intéressant parce que la relation par rapport au pape François n'est pas la même selon les personnes à qui vous parlez. Il y a beaucoup de Romains, donc résidents de la capitale italienne, qui nous disent avoir senti développer une relation de proximité avec François au cours des dernières années. Certains venaient chaque semaine le voir le dimanche à la place Saint-Pierre. Certains sont allés prier près de l'hôpital où, souvenez-vous, il y a quelques mois, il a été hospitalisé pendant une trentaine de jours en raison de ses problèmes de santé liés à ses poumons. Puis aussi des gens qui viennent d'un peu partout sur la planète et qui appréciaient le symbole que représentait François, qui est quand même le premier pape à avoir été élu venant du continent américain. Donc, c'était important pour beaucoup. Il y a par exemple des Sud-Américains que j'ai rencontrés, des Africains qui disaient que c'est une chose importante, que ça représente la diversité de l'Église catholique. Il y a beaucoup de fidèles, évidemment, qui se trouvent à l'extérieur du territoire européen. Ça va être intéressant au cours des prochaines semaines, lorsqu'il y aura conclave. Ça doit se tenir dans les 15 à 20 jours suivant la mort du pape, de voir quelle direction prendra l'Église sur le fond, parce qu'on sait qu'il y a des divisions sur la marche à suivre. François était un réformateur qui rencontrait l'opposition de conservateurs et ça, beaucoup de gens nous en parlent aujourd'hui quand ils reviennent sur son héritage, mais aussi de voir quelle direction prendra l'Église sur la forme. Est-ce qu'on va décider de se tourner vers ces autres continents que le continent européen pour se choisir un nouveau pape? Il y a parmi les prétendants certains qui viennent d'Afrique, d'Amérique également. Et puis le pape François, ce que me disait un prêtre que j'ai rencontré qui venait de la Guinée, il ne faut pas oublier, a nommé aussi beaucoup de sénateurs un peu partout dans le monde. Et même si le pape est italien ou européen, on verra, il y a en tout cas depuis François une plus grande diversité au sein même du Vatican. Raphaël Bouvier-Auclair, merci beaucoup. Et puis, on va vous retrouver, dans nos radiojournaux, dans nos bulletins au cours des prochains jours, des prochaines heures. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Évidemment, sur le plan politique, comme le disait Vincent, on va surveiller la présentation du cadre financier du Parti conservateur un peu plus tard aujourd'hui. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée, bon mardi. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.